Et maintenant, nous allons donc entendre Stéphanie Madère, qui est maître de conférence au Conservatoire des Arts et Métiers de Paris, dans l'équipe Interactivité pour lire et jouer du laboratoire informatique Cédric. Elle a réalisé donc une thèse sur le game design en jeu thérapeutique. Elle enseigne d'ailleurs le game design à l'Engmin, dont on vient d'entendre parler aussi. Je vous invite d'ailleurs à vous rendre sur son site. Il y a des tas de projets très intéressants, notamment un FPS avec des constructions de murs à chaque tir pour explorer ça. Et elle va donc nous parler de la prochaine pièce dans Tetris et du lien entre aléatoire, jeu et rhétorique. Et dans ce contexte, elle a été amenée d'ailleurs à développer plusieurs Tetris pour expérimenter justement ces différents modèles. Bien, bonjour tout le monde. Donc, je vais vous parler d'une recherche sur Tetris et la question de la prochaine pièce qu'on reçoit dans Tetris et est-ce que ça peut être un espace de conception un peu minimal pour porter des discours. Et je vais parler de beaucoup de choses dans ma présentation pour poser certains concepts. Donc, au début, ça va aller un peu vite. Mais d'abord, j'aimerais revenir sur un peu l'impulsion initiale, parce que c'est une recherche qui a été lancée de manière un peu impulsive, suite à un tweet de quelqu'un qui explique l'évolution des randomizers dans Tetris et du passage d'un système purement aléatoire à un système de sac, dans lequel on met 7 pièces, et donc ça assure aux joueurs d'avoir une répartition de pièces et pas trop de sécheresse, etc. Donc ça m'a questionné. J'étais dans le TGV pour venir à la journée Fortnite ici, et donc, ni une ni deux, je télécharge des Tetris en open source en JS, et je commence à expérimenter, est-ce qu'on peut poser d'autres discours, puisque d'une certaine manière, on a d'un côté un Tetris qui ne se soucie pas du joueur et qui lui envoie aléatoirement des pièces, et un autre Tetris qui fournit des éléments suffisants pour pouvoir construire des choses. Donc je me dis, est-ce qu'on peut raconter d'autres choses ? Et puis évidemment, ensuite, on a cet appel au colloque, et donc je continue de développer ces projets. Donc pour revenir un peu plus en détail sur les randomizers dans Tetris, donc on entend par randomizer la fonction de code qui définit quelle est la prochaine pièce qu'on envoie au joueur. Dans le Tetris original, le code informatique se contente de faire un tirage de dés entre 1 et 7, enfin l'équivalent d'un tirage de dés, et envoie la pièce qui a été tirée. Donc, on peut se retrouver avec des sécheresses où des joueurs ont raconté leur pas de chance et leurs 80 pièces sans la barre qui leur permettait de faire le Tetris, parce que c'est des choses qui peuvent se produire avec l'aléatoire. Le Tetris sur NES a un système un peu plus évolué qui essaye de garder un historique d'une pièce pour limiter un petit peu les redondances. Donc on a un peu moins de chances d'avoir la même pièce que celle qu'on vient d'obtenir. Et ensuite, à partir de Tetris World en 2001, et c'est ce qui va devenir le standard dans les Tetris Guidelines, on a le système du sac. Donc l'idée du sac, c'est on met les 7 pièces de Tetris, on les ordonne aléatoirement et on les tire au fur et à mesure. Et quand le sac est vide, on retire un sac, on le ordonne aléatoirement. Mais donc ça signifie qu'on a 5040 combinaisons possibles tout de même, mais comme on va le voir, ça permet quand même aux joueurs d'anticiper beaucoup plus de choses. Ensuite, Tetris 99 utilise un système de bagues, et il y a des rumeurs que je n'ai pas pu vérifier, comme quoi en tout cas le premier sac serait ordonné de la même manière pour tous les joueurs, et qu'ensuite il pourrait y avoir des variations. Donc la question de l'aléatoire, c'est quelque chose d'assez compliqué, parce que c'est quelque chose qu'en tant qu'être humain, on ne perçoit pas très bien. On a beaucoup de biais, de fausses idées récurrentes dans notre compréhension de ceci. Et c'est un concept qui a beaucoup évolué aussi au travers du temps, qui au début, on pensait que ce qui était aléatoire, c'est seulement les choses qu'on ne savait pas encore expliquer par cause-conséquence, par exemple, pour ensuite devenir et comprendre qu'il y a des événements qui sont réellement aléatoires ou chaotiques qu'on n'est pas en capacité de prédire. Donc on avait au début, par exemple, ces jeux de divination, on tentait notre chance, etc. C'est quelque chose qui nous a toujours passionnés en tant qu'être humain, mais qu'on a beaucoup de peine à saisir. Les probabilités nous permettent d'étudier certains types d'événements aléatoires et pas tous, et la plupart des gens ont une mauvaise compréhension des probabilités, qu'on va retrouver évidemment aussi chez les joueurs, mais comme l'impression des lois des séries, les répartitions de fréquences, etc. Donc si on prend les caractéristiques réelles de l'aléatoire, c'est l'incertitude du résultat. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs résultats qui sont possibles. Il n'est pas possible de prédire quel sera ce résultat, et il n'y a pas non plus de pattern ou de séquence qui, sur une série en cours, nous permet de penser, nous aide à prédire ce qui va se passer ensuite. C'est l'idée d'indépendance de tirage, et dans certains cas, les jeux de chance, on a beaucoup de jeux de chance qui
qui ont été développés à travers les âges, on a une capacité de calculer les chances de chaque résultat, et donc de prendre des décisions en rapport à ça, mais en sachant que ça reste une prédiction non sûre, c'est incertain. En ce qui concerne la génération informatique, donc il faut savoir qu'un ordinateur n'est pas capable de créer un réel événement aléatoire. Ce n'est pas comme un tirage de dés, ça reste un algorithme qui va générer une suite de nombres qui a tous les apparats de l'aléatoire et qui est non prédictible à moins de connaître l'algorithme et la seed de cet aléatoire. Donc ça pose plein de questions derrière en informatique sur les possibilités de triche, de décryptage, etc. C'est un sujet de recherche assez fondamental là-dessus. Mais on a quand même, si on prend un nombre de tirages suffisant, de l'ordre de plusieurs milliers, on va voir que ça converge aussi vers une stabilité de fréquence qui est volontaire. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça des générateurs de nombres pseudo-aléatoires. C'est que pour notre perception, c'est aléatoire, mais dans les faits, ça ne l'est pas. Maintenant, je vais aborder un autre sujet, ensuite je vais essayer de connecter ces deux sujets, qui est la question des contrats tacites entre le game designer et le joueur de jeux vidéo et ses relations. Ensuite, on va aborder qu'est-ce que ça amène au niveau de l'aléatoire. Donc, pour introduire rapidement, quand on parle de jeu, on parle évidemment du jeu en activité dans la pratique avec le joueur. C'est l'exemple un peu classique, le jeu d'échecs, juste comme ça, c'est un objet de décoration. Pour qu'il y ait vraiment du jeu, il faut des joueurs qui interagissent avec le système, et là, il se produit quelque chose, une expérience, une lutte, un conflit, des victoires, etc. Dans cet espace, on a un designer qui a créé le jeu, et le modèle MDA proposé par Unique et al. Est assez intéressant pour clarifier cet espace. Donc, ils disent que dans un jeu, d'une certaine manière, il y a ces mécaniques, qui sont les règles de jeu créées par le game designer, qui est la seule chose sur laquelle, en tant que designer, on a un effet direct. Ensuite, quand ces règles de jeu, elles rentrent en collision avec un joueur, il va se produire des choses. Il va y avoir une expérience de jeu. Les joueurs ont tendance à trouver tous les défauts des règles pour trouver des solutions alternatives, etc. C'est pour ça qu'on teste beaucoup les jeux, parce qu'en fait, les joueurs sont très créatifs et ils se saisissent de cet espace à leur manière. Et ensuite, de cette dynamique, de ces règles en interaction avec un joueur, il va y avoir des émotions, une idée d'esthétique qui va arriver au sein du joueur, évidemment, qui va être issue de cette dynamique. Donc d'une certaine manière, le designer et le joueur, ils abordent le jeu de manière sur un axe opposé. C'est-à-dire que le designer, il crée les règles, alors que le joueur, dans un premier temps, il voit l'expérience de jeu. Et ensuite, on a des joueurs, on le verra ensuite, qui vont décortiquer beaucoup plus le système pour comprendre ses dynamiques et revenir à ses règles de jeu et quels étaient les chiffres que les game designers ont mis à l'origine dans le projet. Le designer, c'est aussi ce qui est expliqué dans le papier, a plutôt intérêt de réfléchir d'abord à quelle expérience il veut faire vivre au joueur. Par exemple, si je veux créer un jeu d'horreur, je vais essayer de mettre le joueur en sensation d'insécurité, par exemple, de telle manière à ce qu'il ait peur. Donc je vais créer des monstres très, très puissants, je vais lui donner peu de moyens pour agir, etc. Et sur ces idées d'expérience, on a Sicart qui, d'une manière un peu provocative, dit que, à son avis, le game design, ça devient de plus en plus l'artisanat de faire plaisir aux joueurs. Et ça, on le retrouve dans beaucoup de normes du game design. On parle tout le temps de challenge, de victoire, de défaite. Il faut gérer la difficulté, il faut mettre le joueur en état de flow, en état d'immersion. Il faut gérer sa motivation et sa courbe d'apprentissage. Et tout ça, ça amène à une forme de contrat tacite où l'on pense, où on fait croire au joueur qu'on lui propose un univers de jeu qui est fair et surtout dans lequel ses victoires et ses défaites dépendent principalement de ses tests de compétences, de résultats de ce qu'il fait dans ces challenges de jeu. Le challenge, c'est quelque chose d'omniprésent dans les discours des game designers, dans les méthodologies de design, et donc ça semble fondamental à tous les jeux. Sauf que dans les faits, ce qu'on voit derrière, dans l'envers du décor quand on est game designer, c'est que souvent cette notion de challenge, elle est un peu imaginaire. C'est-à-dire que selon le type de jeu, dans l'idée déjà, on souhaite que les joueurs réussissent, qu'ils puissent terminer le jeu, qu'ils puissent aller jusqu'au bout. Et donc, selon les publics visés, on va adapter ce qu'on considère être un challenge raisonnable, et on va mettre en place plein de dispositifs, comme de l'adaptation dynamique de difficulté, pour s'assurer que les gens parviennent à terminer le jeu. Et il faut savoir que même des jeux dits hardcore gamer comme Dark Souls, il y a cette idée derrière, le designer le dit, qu'on veut que les gens soient capables de le terminer malgré tout. Et donc ça, c'est dû au fait que cette priorité qu'on a de faire vivre une expérience aux joueurs,
et où les obstacles, les défis, les challenges et la difficulté sont des moyens de mettre ça en œuvre et de lui faire vivre ça. Maintenant sur l'aléatoire, donc dans les jeux classiques, on a un vrai événement aléatoire qui du coup est accepté par les joueurs très facilement. On tire un dé, on ne va pas le contester. Dans le jeu vidéo, il n'y a pas de réel événement aléatoire, tout est caché, et donc il y a une sorte de méfiance des joueurs, méfiance qui est tout à fait raisonnable de leur part, quant au fait que ce serait trafiqué ou que ça ne fonctionne pas. Évidemment, c'est renforcé par tous les biais de non-compréhension de l'aléatoire, et donc dans les jeux, ça se traduit par beaucoup de game designers qui finalement altèrent l'aléatoire des jeux pour faire en sorte qu'il fonctionne comme les joueurs pensent que ça devrait fonctionner. Par exemple, dans World of Warcraft, il n'y a plus de tirage aléatoire à chaque moment où on devrait obtenir un item. C'est un système de pourcentage progressif qui fait que s'il y a 10% de chances que cet item soit donné au joueur, au bout de 10 tentatives, il aura cet item quoi qu'il arrive. Un autre cas de figure, sur Civilisation, le jeu affiche des probabilités de gagner des combats. Par exemple, il va dire vous avez une chance sur 2 de gagner. Et en fait, finalement, vu que les joueurs ne comprenaient pas ces chances, Sid Meier explique qu'ils n'utilisent pas exactement ça derrière. En fait, ils affichent des chances et puis derrière, ils font autre chose pour conformer à la perception que les joueurs ont de cet aléatoire. Du coup, les joueurs ont une manière de réagir à ça où ils font des formes d'études quasi scientifiques des probabilités et de l'aléatoire dans les jeux pour vérifier les données qui leur sont envoyées par les designers, pour savoir qu'est-ce qui correspond réellement et du coup prendre les meilleures décisions en rapport à ça. On a aussi d'autres démarches, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait vous-même, mais dit de safe scumming, où en gros, dans les jeux qui ont un tirage, je lance un tirage, si j'ai un coup normal ou un échec, je relance ma sauvegarde, je vais avoir le tirage suivant, et donc je vais faire ça jusqu'à avoir les tirages qui me conviennent. Donc dans certains jeux, on va trouver des systèmes pour empêcher cette possibilité-là, qui vont sauver l'état du randomizer pour donner toujours le même tirage. Et donc les joueurs, par contre, peuvent maintenant, c'est le cas dans XCOM, faire une espèce d'étude quasi scientifique de les prochains tirages qu'ils auront, recharger la sauvegarde et donc utiliser la série de nombres qui va être donnée par le générateur à leur avantage. Tous ces différents exemples, qui sont un peu anecdotiques, amènent quand même à cette question que dans les jeux, il y a cette question du contrôle. C'est-à-dire que l'aléatoire, ça touche à ce que normalement on n'est pas censé pouvoir contrôler. Alors que de l'autre côté, on a la promesse du jeu vidéo qui est de proposer une simulation contrôlée et contrôlable par le joueur. Et on se retrouve face à un paradoxe d'un refus d'une forme d'incertitude au profit d'une autre incertitude qui serait, elle, dépendante uniquement des capacités du joueur, comme un refus du coup du sort donné par le jeu vidéo. Donc moi, ce que j'ai vu dans cette évolution du Tetris, c'est qu'au départ, on a un générateur de nombres pseudo-aléatoires, qui même s'il n'est pas réellement aléatoire, il s'en approche et il peut ne jamais donner au joueur ce dont il a besoin. Dans le Seven Bag, le joueur il peut prédire et construire pour des éventualités qui sait qu'elles vont se produire. Parce que dans les faits, il y a un moment où sur le Seven Bag, si je sais où j'en suis des pièces qui sont sorties, je sais quelle sera la prochaine pièce, ce qui ne devrait jamais se produire sur des événements aléatoires. Et donc, toutes ces choses m'ont questionné sur qu'est-ce que ça raconte sur les joueurs et le jeu vidéo, sur la notion de réussite, sur la notion de maintenir le joueur dans une fable où on conforme constamment en modifiant ce qu'on affiche et les résultats du jeu en rapport à ce que lui ou elle aura envie qu'il se produise, en rapport à cette sensation d'accomplissement, où on modifie la difficulté, la force des ennemis, on modifie les tirages aléatoires pour permettre au joueur finalement de réussir, finalement indépendamment de ses compétences, à l'inverse de ce qu'on lui raconte constamment. Évidemment, ça dépend des types de jeux, mais si on parle de jeux grand public, c'est souvent tous ces systèmes qui sont à l'œuvre pour maintenir des faux semblants. Pour en revenir au Tetris et du coup à ceux que j'ai développés, donc le système de bague est difficilement considérable aléatoire et il raconte un discours de non-neutralité vis-à-vis du joueur. Et je me suis demandé, moi, qu'est-ce que je pourrais essayer d'exprimer au travers de ce tout petit espace, soi-disant aléatoire, mais qui en réalité ne l'est pas, et essayer de voir les joueurs s'ils sont capables de percevoir ces manipulations de ma part, et est-ce que cette perception-là peut les amener à comprendre un certain discours sur le jeu vidéo.
Donc je me suis fixé quelques règles là-dessus. Donc c'est des versions qui sont centrées sur le fait de faire des Tetris et pas de faire du score. Et le joueur doit faire un maximum de Tetris sur un temps assez court. J'ai le droit de jouer un peu avec le score quand même. Et puis je dois rendre le système évident sans utiliser des feedbacks supplémentaires. Alors, on va voir que tout n'a pas fonctionné correctement. Et moi, ma question derrière était de me demander, est-ce que le jeu il peut porter un discours par le biais du processus de compréhension du système de jeu ? Est-ce qu'en étant frontal avec le joueur, en lui rendant visibles ces manipulations qui sont tout le temps cachées, est-ce que je peux lui faire comprendre un système et du coup, est-ce que ça va mieux fonctionner que de toujours le maintenir dans une fable de réussite ? Donc j'ai développé 3 Tetris. Donc le premier que j'ai fait, c'est un Tetris pas sympa. Donc c'est un Tetris qui détecte quand on est prêt à réaliser un Tetris et qui à ce moment-là décide qu'il n'y aura plus de barres. Donc on tire toujours dans un sac, c'est juste que c'est un sac à 6 pièces qui ne contient pas de barres. Et vu que j'avais envie que ce soit un peu visible, que c'est volontaire et c'est pas un accident d'aléatoire, et ben au moment où le joueur échoue, la prochaine pièce qui est envoyée dans le pool est une barre. Et je crois que j'en ai envoyé même 2 pour être sûr que ce soit flagrant. Ça signifie que c'est aussi un système, on le verra après, dont le joueur peut abuser en fait, parce que on peut créer un Tetris, le couvrir et du coup obtenir une barre pour un autre Tetris prêt ailleurs. Donc on peut un peu, malgré tout, même s'il n'est pas sympa, réussir à le gérer. Le suivant, c'est un peu l'inverse, et d'ailleurs il fonctionne moins bien parce que c'est beaucoup plus difficile d'être sympa avec un joueur que pas sympa. Le but c'était d'envoyer un Tetris, d'envoyer une barre dès que le joueur il est prêt à faire un Tetris ou presque prêt, on lui envoie plusieurs barres, comme ça on est sûr que ça se produit. Un des problèmes c'est qu'actuellement le système part du principe d'une manière très standard de jouer à Tetris, donc si les gens dévient de ça ils n'ont jamais de barre. Donc souvent les gens ont trouvé que ce Tetris n'était pas sympa du tout. Donc, mais ça dépend de leur manière de jouer, donc il aura besoin de quelques aménagements. Et le dernier, ça voulait être une espèce de représentation de notre monde un peu méritocratie, capitaliste, en gros, plus on gagne, plus on gagne. Et donc, c'est un jeu qui contient des... J'ai attribué des prix aux pièces. Donc, il y a des pièces qui sont gratuites, c'est les N, Z et les T, et puis les fenêtres, qui coûtent rien. Donc, au début, quand on n'a pas de score, on reçoit que celles-ci, parce qu'elles sont gratuites. Quand on a suffisamment de scores, on va pouvoir avoir des L et des J, qui permettent du coup de faire des 3 lignes, mais qui vont nous coûter du score à chaque fois qu'elles apparaissent, mais toujours aléatoirement, c'est toujours dans les sacs, donc ça peut arriver tout de suite ou plus tard. Et si là, on arrive à créer des 3 lignes, parce qu'on a les bonnes opportunités sur notre terrain, alors qu'on ne sait pas trop ce qui s'en vient, on va obtenir des barres. Sauf que souvent, on va obtenir des barres à des moments où en fait, on n'est pas du tout prêt à les recevoir. Donc c'était un peu une métaphore de l'opportunité qui arrive au mauvais moment. Mais donc, parfois, ça arrive au bon moment, et là, on peut faire un Tetris. Et comme un Tetris, ça rapporte beaucoup de scores dans mes versions, eh bien, on est comme riche, et là, on reçoit une pièce sur 2, c'est des barres. Comme on peut le voir ici, on a un Tetris presque composé de barres, et donc c'est pour créer un effet, ça crée du coup un effet d'emballement, où le jeu est tellement facilité que si on arrive à passer de l'autre côté, eh bien, là, on est comme riche d'opportunités, on peut continuer de faire des Tetris, et il faut être vraiment... Enfin, il faut vraiment rater quelque chose pour perdre ce flow-là. Et ensuite est venue la question de comment j'expérimente et je vérifie que ces discours arrivent sur les joueurs. Donc j'ai commencé à monter une première étape qualitative. J'ai demandé à quelques chercheurs et game designers de participer à mon protocole pour avoir leur feedback. J'ai fait un protocole en ligne. J'ai développé tout un outil en JS pour pouvoir alterner des Tetris avec des questionnaires. Et j'ai fait un protocole en 3 parties. Donc, tout d'abord, je voulais voir s'ils arrivaient à réaliser, en leur donnant une version dont ils ne savaient pas laquelle c'est, à réaliser est-ce que c'est différent, est-ce que c'est pareil, et puis un peu récupérer du ressenti. Ça, c'est la partie qui a très mal fonctionné. La deuxième partie, du coup, est plus intéressante, et une évaluation rationnelle des différentes versions. C'est-à-dire, quand on explique le système à quelqu'un, qu'est-ce qu'il en pense ? Est-ce qu'il trouve que c'est fair ? Est-ce qu'il trouve que c'est aléatoire ? Et donc de voir s'il pense, hypothétiquement, que c'est possible d'apprécier ce système. Du coup, pour comparer avec la première partie où ils ont vécu ces systèmes et qui ne pensent pas forcément la même chose. Et la troisième partie, c'est un peu un jeu de devinette. Ils jouent à une version et doivent essayer de deviner laquelle c'est. Je vais surtout vous parler des résultats de la première partie, de la partie 2, parce que c'est celle qui finalement était la plus intéressante dans les résultats, en sachant que j'ai eu seulement 4-5 personnes qui ont joué, donc c'est vraiment très qualitatif, ça n'a aucune valeur statistique, l'échantillon n'est pas représentatif, on n'a que des game designers et des chercheurs en jeu, mais le Be Nice est immédiatement
envisagé comme réduisant le fun parce que c'est triché, parce que du coup, c'est pas mon mérite et mes achèvements. L'affordite, il est considéré comme intriguant, ça peut être un challenge amusant, évidemment, il est pas facile, il est intéressant. Et le not nice, donc là c'est un peu rigolo parce que j'ai eu des mots très durs, genre c'est unfair, c'est impossible de gagner, c'est cruel. Et puis à côté, j'ai eu un testeur qui a trouvé comment s'amuser avec le système et qui du coup a trouvé ça très très drôle parce qu'il y avait ce côté mastermind, le système essaye de m'arnaquer, mais moi j'arrive à l'arnaquer en échange. Donc quelque chose d'un peu plus polarisé. Et sur ces questions de la fairness et du random et de ce qui est agréable à jouer, dans les choses un peu marrantes des résultats, c'est que tout le monde pense avoir joué à un vrai Tetris aléatoire, alors qu'il n'y en avait pas. Et j'ai des réponses beaucoup plus polarisées qu'attendues, par exemple, sur des choses comme le 7-bag. Je pensais que dans l'imaginaire collectif, c'était quelque chose d'aléatoire. Alors qu'en réalité, mais c'est peut-être dû au fait de l'origine de mes testeurs, qui connaissent plus ces questions d'aléatoire, seulement la moitié trouve que c'est de l'aléatoire et l'autre moitié trouve que ça n'est pas de l'aléatoire. Et même sur la fairness, il y a une personne qui trouve le système pas fair et potentiellement pas agréable à jouer. Le Be Nice, du coup, il est vaguement considéré enjoyable. Il y a des gens qui considèrent que c'est quand même fair. Donc, on a ces différences de... La seule chose sur laquelle tout le monde est d'accord, c'est sur le fait que le not nice, il n'est pas fair avec le joueur. Mais sinon, dans l'ensemble, les gens sont peu d'accord sur les choses. Et donc, ça nécessite réellement d'aller chercher une étude qualitative pour avoir plus de résultats. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé là-dedans, c'est de voir à quel point les gens, finalement, étaient plus polarisés, surtout sur la question de l'aléatoire, que ce que je pensais a priori, et sur leur capacité à découvrir et à comprendre ces systèmes. Donc, pour la suite, moi, j'ai des réparations à prévoir sur toute la partie technique, parce qu'évidemment, ça permet de trouver plein de bugs, les effets de bord dont je vous ai parlé. L'affordite n'est jamais deviné par les joueurs, parce qu'en fait, ils ne regardent pas leur score quand ils jouent à Tetris, évidemment. Donc, du coup, comment est-ce qu'on les amène ? Mon protocole, il dure 1h15, car c'est beaucoup trop long. Et ils n'arrivent pas à déterminer à quelle version ils jouent suffisamment vite pour pouvoir l'explorer. Donc il faut trouver une manière. J'ai voulu à la fois comprendre, parce que ma question derrière, il y a une vraie problématique scientifique qui est comment évaluer si ces discours dont on parle tout le temps, ils atteignent vraiment les joueurs. C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont détectés par les joueurs, est-ce qu'ils sont identifiés et compris ? Et puis surtout, comment est-ce qu'on pose ces questions-là sans complètement les biaiser et les amener à dire « Ah bah oui, de toute façon, j'avais bien compris ». Le discours qui est posé dans le jeu. Donc c'est ce que j'avais essayé dans cette première partie, de voir, ok, on fait tout en secret, on voit un peu qu'est-ce qu'ils en perçoivent. D'un point de vue, moi entièrement de game designer, l'espace il m'a suffi pour explorer différents discours, j'ai d'autres idées que j'ai envie de développer, et j'espère continuer derrière sur l'évaluation, comment est-ce que vraiment on peut évaluer, même dans un espace aussi petit, les discours qu'on peut poser dans les jeux vidéo. En guise de conclusion, je dirais simplement qu'il y a une question à force de toujours donner aux joueurs ce qu'ils souhaitent, pour les joueurs qui ne se rendent pas compte de comment les systèmes fonctionnent, si on veut recommencer à raconter des choses aux joueurs qui ne sont pas toujours des versions du mythe et du héros d'une manière ou d'une autre, il y a peut-être une nécessaire reprise du contrôle du game designer pour exprimer des choses au travers des productions. Il y a beaucoup de gens qui le font actuellement, évidemment, dans la scène indépendante, mais ça pose une question de comment ça peut se produire aussi dans des développements plus industriels. Et très personnellement, je pense qu'il y a des choses à regarder du côté du Japon, puisqu'ils arrivent à l'heure actuelle à développer des jeux en étant très nombreux, mais qui posent une vision personnelle du jeu et qui transmettent des choses aux joueurs. Je pense notamment à Nier Automata ou à Bloodborne et des jeux comme ça. Ils arrivent, malgré la taille des productions, à exprimer et évoquer quelque chose, mais aussi parce qu'ils décident, indépendamment des souhaits du joueur, de suivre une direction et leurs intuitions. Mais c'est une conclusion purement personnelle. Je vous remercie pour votre attention. Voilà, merci beaucoup pour cette présentation. On a 7 minutes pour des questions. Ça fait très plaisir de voir du JavaScript cité à plusieurs reprises. Toujours contente. Merci beaucoup pour la présentation. J'ai 2 petites questions.
Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir dans vos testeurs qu'il y a eu un plaisir de savoir quand vous leur avez expliqué la différence entre les différents systèmes, le plaisir de la connaissance que vous avez évoqué chez les joueurs? Et la deuxième, vous parlez d'une reprise de contrôle de manière générale sur un jeu. Est-ce que vous pensez que c'est aussi quelque chose de faisable sur des moments de jeu plutôt que sur un système global? Voilà, c'est deux. Alors, pour la première question, oui, en plus en ayant un public plutôt de game designer, on a ce côté, on aime bien décortiquer les systèmes et se dire c'est malin. Donc oui, il y a eu surtout beaucoup de plaisir, de discussion sur ces sujets finalement autour de Tetris, de l'aléatoire, de qu'est-ce qu'on peut évoquer avec ça. Et oui, sur le fait de comprendre et ensuite d'essayer de trouver quand même une stratégie pour gagner. Souvent, il y a une deuxième étape de j'ai compris comment ça marche, je cherche une stratégie pour gagner malgré tout. Et pour la deuxième question, je pense que c'est ce qui se produit le plus souvent actuellement dans les grosses productions où tout d'un coup, localement, on a un niveau qui exprime beaucoup plus que d'autres et qui devient saliant. Sur des moments de jeu particuliers aussi, oui. Oui, je pense que c'est... En tout cas, dans les grandes productions, je pense que c'est ce qui arrive le plus souvent. Merci infiniment Stéphanie pour cette présentation fascinante. Moi, je n'ai pas pu m'empêcher tout le long, dès que tu as montré tes différents types de Tetris, de commencer à penser des variations et autres. Et il me semble qu'au point où tu en es, alors c'est très intéressant que tu aies fait cette première séquence vraiment très... où tous les éléments sont très cachés en fait pour les gens qui testent. On a vu aussi dans tes questions où tu leur laisses un peu deviner lequel. J'ai l'impression qu'il va y avoir, enfin c'est peut-être aussi mon interrogation, il va y avoir un travail sur chacun de ces systèmes, de peut-être de retravailler l'UX, l'UI quand même pour, enfin je sais pas si c'est en tout cas ta direction. Il me semble que sur le méchant, il y aurait peut-être tout un travail à faire sur la manière dont les éléments apparaissent, le jeu des couleurs et autres. Et je ne sais pas si toi, tu avais envie d'aller dans cette direction, les rendre encore plus caractéristiques dans la manière dont ils vont, entre guillemets, traiter le joueur ou lui révéler en fait les moments où le système est méchant ou alors où le système il est gentil. Je ne sais pas si tu avais envie d'aller dans ce travail-là, travailler sur peut-être les couleurs ou les arrondis des lettres. Alors c'est un peu ce que j'avais... Au début, j'avais rajouté en plus une boîte de messages où, comme le Tetris parlait aux joueurs, pour créer une espèce de relation, un dialogue personnel. Et ensuite, j'avais vraiment envie de ce non-ajout de signes et feedback pour voir si... Comme on pense que les choses sont aléatoires et que souvent on a beaucoup de méfiance sur cet aléatoire, ma question c'était à quel moment est-ce que des gens arrivent à percevoir qu'il y a quelque chose qui est pas qui doit pas bien fonctionner parce que c'est récurrent, parce qu'on voit un pattern. Par exemple, moi j'avais l'intuition, j'ai pas réussi à le tester là, il faudrait vraiment faire du quantitatif. Je pense que le Be Nice, le jour où il sera bien codé, les gens, la plupart du temps, ils s'en rendront pas compte. Parce qu'en fait, quand le système, il offre pas de friction et que tout se passe bien, en fait, on n'a pas tendance à questionner ce qui nous arrive, surtout dans les jeux. Et c'est plutôt au moment où le système s'en prend à nous, là on voit une récurrence limite de harcèlement. Enfin, celui qui est pas sympa, on est plus dans une dynamique de cruauté et de non-facilitation. Donc j'avais plutôt envie de pas trop rajouter de choses pour voir dans un premier temps à quel moment, est-ce que le not nice, en fait, il est compris immédiatement par le joueur ou au bout de 2-3 parties, alors que le be nice, en fait, je peux lui faire jouer 15 parties avant qu'ils se disent non mais c'est quand même bizarre. Et puis alors, un suivi par rapport à ça dans le ressenti non visible, est-ce que tu as travaillé des variantes aussi dans la vitesse des pièces, en fait? Non, l'idée c'était en gros j'ai enlevé beaucoup de choses de variabilité du Tetris, donc il n'y a plus de niveau, il n'y a pas d'augmentation de vitesse, on ne tient pas compte des combos, des T-spins pour ajouter du score, le but c'était d'enlever... J'ai enlevé aussi la pièce qu'on peut garder, parce que ça c'est aussi une mécanique de gestion de l'aléatoire, où du coup si je peux garder une barre en début de partie, je ne vais pas voir le reste du système, mais c'est un jeu qui a une idée d'économie où ce qui rapporte le plus c'est un Tetris, et du coup ce que moi je gère le plus c'est la présence ou non de barres dans le jeu. Merci. Il nous reste 2 minutes encore pour une question. Merci beaucoup pour la présentation. Je me demandais en fait si tu pouvais élaborer sur les deux titres que tu as lancés en fin de
en fin de présentation, là, soit Nier Automata puis Bloodborne, sur justement la gestion de l'aléatoire, puis le fait de briser le mythe du héros. Alors, l'aléatoire, je connais plus l'aléatoire dans les Dark Souls et Bloodborne, qui pour le coup est un aléatoire normal, c'est de la génération de nombres. Il y avait l'anecdote intéressante dans Dark Souls 2, ils ont décidé de ne pas afficher les stats qui permettent de modifier nos chances d'acquérir du matériel, et du coup les joueurs sont partis en quête de comprendre comment ça fonctionnait. Il y a vraiment des études quasi scientifiques sur Dark Souls, sur comment obtenir des choses, c'est assez impressionnant. Sur Nier Automata, j'ai aucune idée de comment fonctionne l'aléatoire pour le coup, j'ai pas du tout exploré cet aspect-là. Après, en ce qui concerne le mythe du héros, c'est des jeux dont les cycles, on n'est pas dans des purs cycles d'accomplissement, on est dans des jeux dans lesquels on perd beaucoup, souvent, et où j'ai pas l'impression que en fait, le monde du jeu ne nous évoque pas y compris vers les fins, tu es grand, tu as réussi, est-ce que tu as fait été utile, ou il y a quelque chose dans des achèvements qui sont incomplets si on compare à des jeux de fantasy plus standard où on est les sauveurs du monde ou des choses comme ça. Dans Nier Automata, immédiatement, on est aux prises avec quelque chose de très, très cynique où on sait pas... on a l'impression que ça ne sert à rien ce qu'on fait d'une certaine manière, on est dans une lutte. Donc après, c'est raconté beaucoup au travers des mêmes moyens, mais c'est pas du mythe du héros dans la boucle narrative que ça effectue. Enfin, de mon point de vue. Merci beaucoup. On peut la réapplaudir, je pense.